Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Talk Afrique depuis Abidjan. La révolution numérique est-elle en train de mettre un frein à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? En mars dernier, un homme qui avait été reconnu coupable d'incitation à la violence sur les réseaux sociaux a été condamné à 12 mois de prison ferme et à une amende de 5 millions de francs CFA. Deuxième fait en date et à la suite de la diffusion de sa vidéo de prédication sur les réseaux sociaux, un imam répondant au nom d'Agibou Touré a reçu la visite très inattendue des éléments de la direction de la surveillance du territoire en juillet dernier. Et s'il était aux mains des autorités judiciaires depuis quelques semaines, nous apprenons qu'il a été libéré. Et alors qu'il animait un live Facebook depuis sa page, le pasteur Israël Ongoran a lui également reçu la visite de la police qui a aussitôt mis un terme à son intervention en direct sur les réseaux sociaux. Sommes-nous en liberté? Sinon, la liberté d'expression et ses limites, c'est le thème de ce talk. Et pour le décrypter, je reçois Wakaltio Ouattara, journaliste et rédacteur en chef du journal d'Abidjan. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté, imam principal de la mosquée d'Abobo. Merci, cher imam, d'être avec nous. C'est moi. Alors, 3 arrestations en 2018, et ce, en l'espace de quelques mois. Notre liberté d'expression est-elle menacée? Je ne pense pas que notre liberté d'expression soit menacée, mais je pense plutôt qu'elle est encadrée. Je pars sur ce principe parce que même avant les réseaux sociaux, la loi encadrait la prise de parole en Côte d'Ivoire. Vous avez depuis longtemps les médias même qui ont été à plusieurs reprises interpellés sur les questions de diffamation, d'incitation à la haine, à la xénophobie et autres. Donc je pense que c'est plutôt la loi qui est transférée pour surveiller les réseaux sociaux. Alors, Imam Diabaté, que dit l'islam au niveau de la liberté d'expression? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. L'islam soutient toujours la liberté même de l'homme et ensuite la liberté de penser, de donner son opinion. L'islam ne condamne pas, mais l'islam essaie aussi d'orienter la façon de parler. Je vous donne l'exemple du prophète Moussa alayhi salam. Lorsqu'il devrait aller parler à Pharaon, Allah lui-même donne des enseignements à Moussa en lui disant: lorsque tu rencontres Pharaon, il faut baisser le ton, il faut avoir la bonne communication avec lui. Mais Moussa avait la vérité, il avait Allah avec lui, mais Pharaon était dans le faux. Mais Allah enseigne à Moussa la bonne méthodologie, la façon de s'exprimer sans offenser l'autre et sans peut-être dénigrer l'autre. Très bien. Alors, nous avons baladé nos micros dans les rues d'Abidjan et voici pour vous quelques réactions à la question de savoir que pensez-vous de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire et les populations ont-elles le droit ou non d'exprimer leurs pensées sur les réseaux sociaux? C'est un micro-trottoir réalisé par Mel Berchel Kofi et Ange Morel-Tizier. La liberté d'expression, c'est le fait de s'exprimer librement, en fait, de libérer sa pensée, c'est qu'on pense d'une situation donnée, à mon avis. À mon avis. Maintenant, vous parlez de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, si on peut s'exprimer librement, je crois que non, parce que j'ai vu, il a l'exemple d'un imam. Il y a un imam qui est emprisonné à un moment donné, qui a critiqué la manière donc les quartiers précaires, la manière dont le gouvernement a procédé à la casse des maisons. Parlant de liberté d'expression, je pense qu'il y a une amélioration. Les journalistes, qu'ils soient avec le gouvernement ou dans l'opposition, en tout cas, chacun selon sa ligne éditoriale s'exprime. On peut dire ce qui favorise le développement du pays, mais on ne peut pas dire des choses qui peuvent créer la vengeance, qui peuvent créer certaines choses pour encore empirer des choses dans ce pays. Donc, on limite l'expression.
Alors on le voit, les avis sont partagés. Certains estiment que notre liberté d'expression est entachée, sinon n'est pas du tout. Nous sommes privés de liberté. D'autres par contre estiment que nous avons la liberté de nous exprimer. Oui, écoutez, tout dépend de ce qu'on met dans la question de liberté. Est-ce que parce que j'ai la liberté d'expression que je dois m'exprimer pour offenser l'autre, pour appeler à la révolte, pour inciter à la haine, pour tenir des propos xénophobes? Non, je suis libre de parler, mais je ne suis pas libre de dire n'importe quoi. Et on l'a vu, les philosophes nous disent la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Ça veut dire que quand on parle, on fait attention à ceux qui sont autour de nous. D'accord. Le 21 mars dernier, l'ancien porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné, avait estimé que les tribunaux ont appliqué la loi. Il a continué en disant, et je cite, « On ne peut pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux », en précisant que la Côte d'Ivoire, avec les moyens de tracer tous les dérapages sur Internet et les moyens juridiques appropriés, ce qui se vérifie par ces différentes arrestations qu'on a observées ces derniers mois. Mais où se situe justement la liberté entre la vie privée et la vie publique? Écoutez, à partir du moment où vous intervenez sur un espace public, vous êtes déjà dans le domaine public. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un lieu public, un lieu d'expression publique, où chacun y va avec ses moyens, avec ses manières. Et donc, du coup, tout ce qui est... Là, si j'écris des messages en message privé et que c'est peut-être que mon interlocuteur le publie, là peut-être ça porte atteinte à la vie privée, puisque là c'était un message privé entre lui et moi. Et alors que quand c'est dit sur les réseaux sociaux, c'est un message public qu'on lance, et quand c'est parti, on parle à la fois à peut-être 10 000, 50 000 personnes à la fois. Et donc là, ici, on sort du domaine privé, on expose sur l'espace public, et là du coup, la loi traque un certain nombre de propos qui ne doit pas être sur l'espace public. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans le cas de l'imam, du pasteur. Alors, je pense qu'il faut scinder les différents cas. Très bien. Alors, le cas du pasteur, il fait une vidéo dans laquelle il incite à la haine, clairement, avec en qualifiant une partie de la population de... Qu'est-ce qu'il a dit? De sous-hommes. De sous-hommes, non, mais il a utilisé le En terme... griffe, oui. De sous-hommes, qu'il faut extirper de la communauté. Là, il a parlé de gangrène. De gangrène, tout à fait, merci pour le mot. Et là, c'est le mot grave. Alors, l'imam, lui, c'est une série de vidéos où il ne s'attaque pas forcément à une catégorie de personnes, ni à une race, ni à une ethnie. Alors, je pense que le procureur est plus allé sur les questions de terrorisme et autres, apologie du terrorisme, incitation peut-être à la violence. Et donc, c'est deux cas pratiquement différents. Alors, Imam Diabaté, que dit l'islam quand une situation pareille se présente, quand l'un des membres de la communauté de surcroît, un imam, est mis aux arrêts? Alhamdulillah Rabbil Alamin, l'islam ne va pas se limiter à un imam, mais l'islam dit lorsque tu as un frère qui est dans des difficultés, il faut tout de suite l'assister, essayer de l'aider comme on peut. Mais je vais revenir un peu en arrière pour dire que la liberté même d'expression est précédée d'abord par une bonne éducation. Lorsque on a une bonne éducation, qu'on est suivi peut-être par soit un enseignement, un livre révélé, on s'est dit qu'on est libre de faire peut-être ce qu'on veut, mais on ne se donne pas la liberté de faire tout ce qu'on veut. Et donc souvent, dans notre façon de parler, on se contrôle. Et on rentre aussi dans plusieurs réalités. On rentre dans plusieurs réalités, surtout dans les réseaux sociaux. Il y a plusieurs réalités. On parle à des millions de personnes. Donc, il faut tenir compte de leur sensibilité. Ce qui peut plaire à l'autre peut choquer l'autre. Et concernant l'islam, lorsque on prend le cas de notre cher frère, Aguib, il y a eu peut-être des jugements par ignorance de ceux qui ne savaient pas, parce que le COSIM a été indexé, que le COSIM a dit que l'imam n'est pas un membre du COSIM. Là, je me permets de l'expliquer. Pour être un membre du COSIM, il faut avoir une mosquée qui adhère au COSIM. Et vous-même, vous devriez avoir une carte d'imam de COSIM. Et les cartes aussi sont réparties en 5 étoiles, 4 étoiles, 3 et 2. Donc vous êtes en train de dire que l'imam Aguib Touré
n'est pas adhérent au COSIM. Voilà, je vous explique. Donc, lorsque le problème d'Agib, c'est un frère, c'est un ami, et lorsque son problème est survenu, on a fait des recherches pour voir Agib appartient à quelle commune et à quel groupe des membres de COSIM. Par exemple, le COSIM d'Abobo est divisé en 7 zones. Donc, lorsque vous avez un problème, on cherche à savoir vous êtes dans quelle zone et on s'adresse au président de votre zone qui s'adresse au président communal de COSIM et là, on va directement voir le président national de COSIM. Et quand on voit que vous n'êtes pas dans une zone de COSIM et vous n'êtes pas dans une commune reconnue, c'est-à-dire vous ne travaillez pas au nord de COSIM et que vous n'avez pas la carte de COSIM, ça crée un doute peut-être dans la tête des autorités. Et il y a aussi le CODIS, qui est le Conseil supérieur des imams sunnites. Bon, il s'avère aussi que notre frère n'avait pas la carte de COSIM et il n'avait pas aussi la carte de Donc, CODIS. Il n'était ni du COSIM, ni de COSIM, ni de CODIS. Voilà, D'accord. peut-être que c'est ce qui a suscité un peu le retard qui a causé voilà, tout ce qu'il a eu comme problème. Mais le COSIM a entamé des démarches, ça je sais de quoi je parle, a entamé des démarches mais avec beaucoup de prudence. Parce que là où on parle d'incitation à la haine, du terrorisme, on doit aussi montrer que les imams ne sont pas au-dessus de la loi. Donc il faut laisser la liberté, peut-être d'expression, mais la liberté aussi à la justice de faire son travail. Mais il a été suivi par tous les imams. Il a eu aussi la bénédiction de tous les imams et tout le monde a fait ce qu'il peut, vraiment dans la discrétion, mais en laissant les autorités aussi faire leur travail. Alors, imam, quand on dit que l'imam Agibou n'était pas du COSIM ni du CODIS, alors que tous les musulmans de Côte d'Ivoire suivent les prescriptions du COSIM, est-ce qu'il n'y a pas un peu un chevauchement? Non, 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 ce qui n'est pas une sorte aussi vrai. d'incompréhension. Non, parce que le COSIM ne travaille pas dans le compte des imams seulement, mais le COSIM est le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. C'est le Conseil supérieur des imams. Mais en même temps, les imams aussi sont des guides de la communauté musulmane. Donc, ça veut dire que si un musulman a un problème, c'est l'affaire du COSIM directement. Mais dire aussi que quelqu'un n'est pas un membre de COSIM, peut-être que le COSIM a le droit de le dire. Pour dire que cet imam, peut-être tout ce qu'il a dit n'engage pas le COSIM, ce n'est pas dit au nom de COSIM. Parce qu'il y a un travail qui s'est fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est l'approche de la Tabaski. Vous allez voir que tous les imams vont parler de la Tabaski, du Hajj, parce que c'est le moment. Et après, peut-être l'approche des élections, les imams vont apaiser. Ça sera l'instruction de COSIM. Ils vont tenir des discours, voilà, à suivre effectivement. Donc, quand on voit quelqu'un qui sort de ce cadre, on se pose la question si ça fait partie des instructions de COSIM ou si ça a son propre compte qui le fait. Donc peut-être que c'est dans ce sens-là que le COSIM s'est désengagé en disant qu'il n'est pas un membre de COSIM, mais le COSIM ne s'est pas désengagé en refusant de venir en aide à l'imam parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Très bien. Alors, doit-on punir ou emprisonner pour des propos tenus sur les réseaux sociaux? La question avec, sinon la réponse avec les téléspectateurs et les Ivoiriens dans la rue d'Abidjan. Tous ceux qui sortent du cadre, qui sortent du cadre je dirais, du tribalisme, de la xénophobie, de la haine. Je pense que ces derniers, s'ils sont, selon les lois que nous sommes fixées dans notre pays, s'ils sont condamnables, je pense que ça doit se faire. Voilà, parce que liberté sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut recadrer les choses. Ceux qui sortent hors du cadre légal, je pense que quand même ils doivent répondre de leurs actes. Pour dire pas de l'emprisonnement, il faut d'abord tenir compte de ce qui a été libéré. Donc c'est vrai, si aussi c'est un propos qui n'est pas mesuré, qui va contre le pouvoir en place, parce qu'il faut reconnaître que critiquer ne veut pas dire injurier ou bien dire n'importe quoi vis-à-vis de ce qu'on conçoit, mais dans la sagesse. Si il y a déviation des propos, là malheureusement vous encourez une peine ou une poursuite. Souvent quand on applique le droit, c'est ce qu'on voit que la personne, ce que la personne a dit, qui le compromet. Il faut que le droit arrive à le punir, ou bien arrive à lui tirer les oreilles pour qu'il sache que ce que tu as dit, c'est ce qui fait que les gens sont contre toi. Est-ce que tu vois? Sinon,
pour quelqu'un, un être humain qui est dans son pays, qui sait qu'il vit dans son pays, s'il y a des choses qui ne sont pas bien dans son pays, il a une manière aussi d'exprimer un peu son mécontentement. Et ce n'est pas pour ça qu'on peut l'emprisonner. Wakaltio Ouattara, on le voit, la surveillance sur les réseaux sociaux est bel et bien une réalité en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas là une volonté du gouvernement de museler le peuple? Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de museler le peuple. Comme l'élément filmé vient de le montrer, on doit régir notre société. Une société sans règles est une société anarchique. Et donc, autant on a mis des limites dans le droit commun afin de permettre à chacun de ne pas faire n'importe quoi, autant il est bon de réguler tout ce qui est sur l'espace public. Tout ce qui peut porter préjudice à autrui. Je prends par exemple, même quand on parle des téléphones au volant, lui qui téléphone peut ne pas être en danger, mais il peut mettre en danger la vie des autres personnes. Et donc, quand on régule ce genre de choses, c'est bien pour nous-mêmes, c'est bien pour la société, ça nous permet de recadrer un certain nombre de choses. Sur les réseaux sociaux, parfois, il y a tellement de choses qui circulent. Il y a des esprits fragiles parmi nous. Il y a des gens qui, excusez-moi le terme, gobent tout ce qui se passe, tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous ne régulez pas, aujourd'hui, on ira dans tous les sens. Vous voyez que même au niveau des informations, dans les pays occidentaux, on commence à faire des lois contre les fake news. Le président Ouattara en a parlé également. Il en a parlé en Côte d'Ivoire. Oui. Il faut réguler. Il faut toujours réguler. Dès le moment où vous avez 2, 3, 4 personnes sur un espace précis, qu'il soit virtuel ou physique, il faut des règles, il faut des normes. S'il n'y a pas cela, vous allez dans tous les sens et c'est vous qui en alors, il y a quelques mois de cela, le procureur de la République avait convoqué les utilisateurs des réseaux sociaux dans ses bureaux pour une séance de travail. Son geste avait été critiqué par certains élus qui estiment que le faisant, le procureur exposait la Côte d'Ivoire à la critique internationale. Qu'en pensez-vous? Bon, écoutez, d'abord, il faut noter que les administrateurs des pages Facebook ne sont pas comptables de ce que les internautes disent dans les groupes. Ils ont créé leur groupe, ils administrent, ils font une charte. À eux peut-être de réguler les débats. Déjà, il y a certaines pages qui le font. Ils régulent les débats sur les pages, mais ils ne sont pas forcément comptables de ce que plus de 50 000, de ce que chaque membre des 50 000 personnes qui adhèrent à leur page disent. Et donc, le procureur, les critiques sont allées dans le sens du fait que le procureur voulait forcément amener tout le monde dans un seul sens. Mais parfois, il faut laisser chacun aussi dire ce qu'il a envie de dire, mais dans la manière, sans pour autant aller dans tous les sens. Mais il faut qu'il sache que s'il y a des propos qui peuvent inciter à la haine, vu ce que nous avons connu déjà, il y a déjà 7 ans, des propos qui peuvent créer des troubles, alors il faut pouvoir mettre des freins à cela. Alors, on sait que la communauté chrétienne n'a pas réagi après l'arrestation du pasteur Ngouran, mais au niveau des musulmans, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux à la suite de l'arrestation de l'imam qui a été libéré, je le rappelle. Plusieurs fidèles se sont dit indignés. Son arrestation a été diversement appréciée et interprétée. Est-ce que ça signifie que les prêches de vous, les hommes religieux, sont dictés par la République? Non, pas du tout, pas du tout. Les musulmans sont libres, les imams aussi sont libres dans les prêches. Est-ce que vous recevez des ordres de là-haut? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais il faut aussi expliquer le danger aussi des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde l'utilise, mais les gens ne savent pas réellement le danger que ça peut représenter dans vous-même, votre propre vie. Quelqu'un qui a droit à 5000 amis, qui ont droit aussi, eux, à 5000 amis, là, on ne maîtrise plus. Voilà des personnes avec qui on partage même ses quotidiens. Donc, lorsqu'on se retrouve sur une place publique de ce genre, il faut vraiment se donner des directives, des mesures. Donc, les imams ne reçoivent rien comme instruction. Ils sont liés peut-être aux enseignements du Coran, mais ils tiennent compte de la réalité. Parce qu'il y a pas mal de formations aujourd'hui côté des imams qui arrivent à parler aux gens et qui tiennent compte de la réalité du pays, de la réalité du moment. Donc en parlant, le prophète Mohammed lui-même, quand il est arrivé à Médine, il allait trouver qu'il y avait des juifs, il y avait des chrétiens à Médine. Donc il a changé de langage. C'est-à-dire tout ce qu'il disait à la Mecque, ça commençait à changer, mais c'était un discours de rassemblement parce que là, il savait qu'il ne s'adressait plus aux païens,
mais c'était des gens qui avaient reçu aussi la révélation. Et le prophète a commencé à dire qu'on doit donner à manger aux pauvres, on doit se lever tard la nuit pour prier et on doit assister à tout le monde. Et donc là, cette ouverture-là a fait que pas mal de juifs et de chrétiens ont approché le prophète Mohammed et cherché à savoir avec quoi est-ce qu'il a été envoyé. Donc ces discours sont vraiment contrôlés par des guides, mais ils ne reçoivent pas d'instructions. Très bien. Alors, sinon, quel devait être le contenu du sermon du vendredi? Est-ce que vous parlez seulement de l'islam, du prophète, sans pour autant vous pencher sur les faits de société qui nous préoccupent en ce moment? Non, l'objectif même du sermon, c'est cela, c'est les faits de société. Parce que c'est le moment, c'est la seule occasion dans la semaine où on peut réunir plus de 10 000 fidèles à un seul endroit. Quand on organise une conférence, ce n'est pas évident. Alors l'imam voit ce qui s'est passé dans la semaine et comment est-ce que orienter les gens, aider les gens, afin qu'ils recommencent l'autre semaine spirituellement et en restant vraiment un bon citoyen, parce que c'est très important. Les gens doivent aussi savoir, quand on est dans un pays, il faut connaître les lois, voilà les principes de ce pays, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc l'imam fait des recherches dans ce sens et il essaie aussi de partager ses enseignements avec ses fidèles. Alors, je rappelle que l'imam Agibou Touré était poursuivi pour des faits de discrimination, de xénophobie et d'apologie de terrorisme. Et il avait été précisé qu'il écoperait d'une peine allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement, mais il a été libéré sans aucune explication du procureur. Réaction? Bon, écoutez, il va falloir que le procureur nous explique cela. Il sait qu'il a été entendu hier mardi, en début de journée. Il est retenu dans sa cellule avant d'être remis en liberté en début de soirée. Et ses avocats nous apprennent que la procédure se poursuit. C'est une liberté provisoire. Sûrement une liberté pour lui permettre de fêter la Tabaski en famille, ce qui est saluable, ce qui est salutaire. Et ben, je pense qu'il faut que le procureur nous explique. Parce que vous ne pouvez pas interpeller quelqu'un pour des questions de terrorisme, d'incitation à la haine et autres, et puis lui accorder une liberté provisoire, même si elle est provisoire, sans l'expliquer aux autres, sans l'expliquer à la population. Parce que demain, on dira qu'il avait été injustement arrêté, et ça sera un argument solide pour ceux qui diront qu'il a été injustement arrêté. Alors, l'imam Agibou a été libéré. Est-ce que c'est le fruit d'une médiation silencieuse du COSIM? On peut dire que c'est la bénédiction de tous les fidèles, tous ceux qui ont souhaité voir Agibou vraiment en famille. Et je n'ai pas encore vu mon frère parce que c'est hier qu'il a été libéré. Peut-être qu'il nous dira ce qui s'est passé réellement. Parce que lorsqu'on prend des informations sur les réseaux sociaux, on ne sait pas exactement voilà, pourquoi est-ce qu'il a été libéré, pourquoi est-ce que même il a été arrêté, parce qu'il y a des gens qui ont tenu des propos plus durs que Agib et qui vivent tranquillement. Voilà, donc on ne sait pas réellement, mais la justice, elle est compétente, elle sait ce qu'elle fait. Et donc on la laisse travailler et nous, on ne peut que prier pour notre frère Agib. Très bien. Alors, quel sera votre mot de la fin, cher imam? Alhamdulillah Rabbil Alamin, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'information et de formation. C'est-à-dire tout ce qu'on fait dans le pays, on doit savoir. Il y a des pays, peut-être même pour avoir la nationalité, tu dois aller suivre des cours, savoir des droits de ce pays, les lois. C'est très important dans un pays et ça permet aussi à chaque citoyen d'être un bon citoyen. C'est-à-dire quand on conduit, il y a des règles. Et quand on est dans un pays, il y a des règles. Quand on parle en public, il y a des règles. Lorsqu'on est informé de tout cela, même l'utilisation des réseaux sociaux, en tout cas, moi, je suis pour le contrôle. Voilà, qu'on suive tout ce qui s'est dit, tout ce qui se fait, parce que franchement, des personnes sérieuses aujourd'hui évitent même des réseaux sociaux parce que tout ce qu'on voit n'encourage vraiment pas. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Merci beaucoup, Imam Wakalti Ouattara du JDA. Votre mot de la fin en ce qui concerne la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Alors, je pense qu'à la suite de l'imam, je dirais qu'il est bon de tout contrôler. Parce que le fait de contrôler permet aux autres citoyens d'être en sécurité. Parce que quelqu'un peut lancer des appels à l'arrestation sur les réseaux sociaux.
si on ne freine pas cela, cela peut entraîner des dégâts sur une autre catégorie de la population. Donc il est bon de contrôler, mais il n'est pas bon de censurer peut-être tout. Il faut laisser les gens émettre leur point de vue, il faut laisser les débats se faire, il faut permettre à ce que chacun puisse, selon sa réalité sociologique, avancer certains propos, tout en bien sûr respectant les lois qui nous régissent. Et je pense que quand on le fera, on verra que la société ira de l'avant. Et moi, je n'ai jamais été pour la censure. Parce que quand vous censurez les personnes, ça crée de la frustration. Et après, on le voit, en Église, ça fait boum. Et là, c'est incontrôlable. Mais je pense qu'il est bon de contrôler. Et il est bon de mettre des canevas pour ne pas que les gens partent dans tous les sens. Très bien. Merci beaucoup, Wakaltio Ouattara. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef du journal d'Abidjan. Merci d'avoir été avec nous. Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté, vous êtes l'imam principal de la grande mosquée d'Abobo. Merci de nous avoir éclairé sur ce thème bien précis. Et voilà qui referme ce Talk Afrique Société depuis Abidjan. Nous nous exprimions sur les limites de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Médien TV Afrique.